Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man wala. Mes chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau Muslim Meeting où j'ai le plaisir d'accueillir une jeune femme au parcours atypique qui essaie et qui œuvre au quotidien pour faire bouger les lignes sur le plan éthique et écologique à travers sa marque Galikio Nova. J'ai nommé Oudiane. Oudiane, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, Oudiane, peux-tu te présenter, ou plutôt, peux-tu partager avec nous les éléments de ta vie qui font la Oudiane d'aujourd'hui? Alors, je me présente, je m'appelle Oudiane, j'ai 27 ans aujourd'hui et moi, je suis issue d'un parcours universitaire, donc j'ai fait un bac général, un bac ES, ça n'existe plus, on est passé par plusieurs réformes. Ensuite, ça ne nous rajoute pas. Non, du tout. Non, du tout. Ensuite, je me suis cherchée un petit peu dans le droit et dans l'économie et je suis tombée amoureuse de la sociologie. Donc, j'y suis allée à fond. J'ai fait ma licence en sociologie, anthropologie, option criminalité. Et puis, suite à ça, j'ai continué de chercher à m'orienter. Et j'ai rencontré l'enseignement. Donc, j'ai dit, c'est pour moi l'enseignement, j'ai envie de transmettre, etc. Et donc, je cherchais un peu mon public. Et puis, je me suis dit que l'élémentaire, c'était génial parce que on enseigne tout, on est prof de tout. Donc, moi qui avais une soif d'apprendre et une soif de transmettre, c'était fait pour moi. Donc, je suis allée à l'ESP, donc c'est un nom un peu différent aujourd'hui. Je suis allée à l'ESP, j'ai fait mes années, donc mon master d'éducation, et puis j'ai découvert l'éducation nationale. Suite à ça, je me suis dit, c'est de l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation, en tout cas, ne peut pas être mon patron. C'est extrêmement compliqué. Là, on est dans cet échange dans un cadre religieux et comment? Il faut savoir que moi, j'avais fait un mémoire sur la laïcité et principalement dans l'éducation nationale. Et j'ai trouvé ça, en fait, pas éthique du tout. C'était... Oui, c'était contre mes valeurs. On faisait de la chasse aux sorcières et c'était pas pour moi. Donc, du coup, j'ai dit, je vais m'arrêter là. J'ai quand même travaillé comme contractuelle pendant quelques années, cette fois dans un lycée. Mais j'allais pas faire carrière dans l'éducation nationale. Et donc après ça, c'était l'âge pour moi avec mon époux. On a décidé d'avoir des enfants. Je continuais de travailler dans l'éducation nationale, dans un lycée, et puis j'ai eu ma première grossesse, mon premier bébé, et c'est là que pour moi tout a basculé. Voilà. D'accord. Très intéressant. Et en fait, et si je peux me permettre, on va revenir un peu sur l'aspect enseignement, parce que c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers au monde, en quelque sorte, parce qu'il permet en quelque sorte de transmettre, et surtout sur la partie, on va dire, sur le volet élémentaire et tout, ça permet aussi d'inculquer en fait ces valeurs au plus jeune âge. Donc c'est assez diversifié. Et c'est vrai que dans mon entourage aussi, donc je rencontre beaucoup de personnes. En fait, moi déjà, je viens d'une famille où il y a beaucoup de profs, donc j'ai un peu baigné dans ce milieu-là. Et j'ai l'impression que année après année, en fait, beaucoup de jeunes enseignants, en fait, rebroussent chemin en quelque sorte, une fois qu'ils ont commencé à enseigner. Et là-dessus, en fait, parce que ça rejoint un peu ton parcours et ce que tu viens de citer, d'autant plus que tu as fait une thèse sur toute la partie laïcité. Et moi, je suis un peu friand de savoir un peu en quoi, en tout cas aujourd'hui en France, il y a cette divergence, on va dire, entre notre éthique liée aussi à notre foi, à notre religion et l'éducation nationale. D'autant plus que, vu que je suis aussi un amateur de politique, depuis une vingtaine d'années, il y a réforme après réforme. On va dire, il y a chaque gouvernement qui arrive, chaque ministre, il veut réformer. À un moment donné, on ne sait plus l'existant, du futur, du passé. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? J'ai pu expérimenter donc le primaire et le secondaire, vu que j'étais en élémentaire et que j'ai travaillé aussi en lycée. Pour le dernier point en termes de réforme, c'est extrêmement difficile pour tous les enseignants parce que les programmes changent à chaque quinquennat et
ça change pas que le savoir, lui, ne change pas. Donc, des mathématiques, ça reste des mathématiques, mais les méthodologies changent continuellement. Le Le programme travail aussi. le programme aussi, enfin, disons ce qui est enseigné ou non, mais en soi, ça reste plus ou moins la même chose. Par exemple, en élémentaire, les programmes ont changé, mais c'est plus pour introduire de nouvelles notions. Et pour vous donner un exemple plus précis, à l'époque, on allait enseigner la grammaire et la conjugaison de façon assez linéaire. Donc, on va prendre tous les pronoms, le verbe être et le verbe avoir, et on va l'apprendre par cœur et on va essayer de l'appliquer. Aujourd'hui, on fonctionne plus de cette façon. On va enseigner plutôt de façon pratique, c'est-à-dire que on va essayer de leur apprendre ce qui va être utile pour eux pour communiquer et écrire rapidement. Donc, ça va être principalement le pronom je et le pronom il et le pronom tu. Le reste, ça viendra petit à petit. Donc, on n'est plus là à apprendre toute une barre de conjugaison. Ça se fait comme ça progressivement. Et par exemple, pour le secondaire, au niveau des programmes, ça va être différent parce qu'aujourd'hui, on est sur du lycée général. Donc, ils vont avoir un tronc commun et des spécialités. Et les spécialités, par exemple, mathématiques, qui ne se trouvent pas dans le tronc commun, ça va être beaucoup plus complexe et beaucoup plus pointu. Mais il va y avoir des carences. On est beaucoup moins dans le général, en fait. On est plus dans la spécialisation. Donc ça va être le premier aspect. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait dans le sens où je suis quelqu'un qui aime chercher, qui aime apprendre et tester de nouvelles méthodologies. Donc jusque-là, ça me convenait bien. C'est juste que clairement, l'éducation nationale et le ministère ne met pas les moyens parce qu'on est vraiment dans de l'enseignement spécifique et particulier où on essaie de regarder les difficultés de chaque individu, mais on peut pas faire ça lorsqu'on a 35, 36, 38 élèves dans une classe, faire du particulier. Donc c'est l'idéologie qui se bute contre la réalité, contre la praticité. Après, pour la laïcité, donc voilà, moi j'ai fait un mémoire sur la laïcité dans l'éducation nationale. La notion de laïcité, c'est une notion et une idéologie qui me convient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à titre personnel, qui me plaît. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, d'être purement inclusif, et c'est ce qui est censé être l'école, être inclusif. Mais la pratique de l'éducation nationale au niveau de la laïcité, pour moi, elle n'est pas inclusive. Au contraire. Et par exemple, dans l'école, aujourd'hui, les mamans voilées ne peuvent plus accompagner les enfants en sortie scolaire. Et encore plus, c'est-à-dire que dans certaines écoles, elles n'ont même pas le droit de rentrer dans la cour de récré avec leur voile. Ça va être, par exemple, j'ai pu travailler dans plusieurs postes dans l'éducation nationale. J'ai donné des cours particuliers, j'ai été assistante d'éducation, j'ai été professeure stagiaire. Et par exemple, dans le cadre d'assistante d'éducation, j'ai été formée. Donc, on a 3 jours de formation. Et ce que j'ai trouvé aberrant, c'est que pendant ces 3 jours, on m'a appris comment déceler des formes d'expression islamique, en fait. Donc, on en est à la jupe noire trop longue, on en est aux vêtements trop amples, on en est au bandana, mais c'est réellement, on nous enseigne à chasser. Et j'ai trouvé ça honteux. Et encore plus dans le cadre de mes études, donc carrément à l'ESPE, donc c'est l'école des professeurs, on y passe 2 ans. Et là, j'ai eu le droit à peu près 6 à 12 heures de cours magistraux sur la laïcité. Donc c'était pas l'intitulé du cours, mais ça a été du coup l'expression de ce cours. Donc ça a été la laïcité et ça a été principalement la problématique musulmane. Donc on en est là. Aujourd'hui, les musulmans dans l'éducation nationale, c'est une problématique, que ce soit en termes alimentaires, en termes vestimentaires, en termes de comportement. En fait, rien ne convient et il faudrait les reprendre sur tous ces points. Donc, ça m'a dérangée en termes d'éthique et à ce moment-là, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Exactement, non, mais je te rejoins sur l'ensemble des points que tu viens de citer. En fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, vu que je voyage pas mal, c'est que, on va dire, dans d'autres pays, on va toujours chercher ce qui nous lie, ce qui nous converge, ce qui est commun en quelque sorte. Et en France, on va plutôt chercher dans un premier temps dans nos conversations, c'est anodin, hein, mais on va toujours chercher ce qui nous diverge, ce qui n'est pas commun. C'est-à-dire, ah ben, toi tu parles comme ça, moi je parle comme ça, toi tu étais comme ça, moi je suis comme ça. Or que dans d'autres pays, on va plus, ah ben,
toi, tu fais de l'équitation, moi, je fais de l'équitation. Donc, allez, ça, c'est quelque chose qui nous lie. Et notre relation, elle est basée sur ce qui nous lie. Et après, automatiquement, comme dans une famille ou comme dans un parti politique, en fait, on est dedans, mais on n'adhère pas forcément à l'ensemble des idées. Donc, et c'est ça, pour moi, la laïcité, elle peut se construire, on va dire, sur ce dogme. C'est-à-dire que il y a un socle commun et après, chacun peut avoir quelque chose de personnalisé qui est propre à sa propre liberté en quelque sorte. La question aussi on va dire que je me pose depuis, depuis une vingtaine d'années, c'est en fait qui a dit un jour que le voile, etc., en fait, c'est quelque chose de politique. C'est à l'image même de la kippa, c'est à l'image d'un short, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt lié à la personne et il n'y a rien de politique là-dessus. Donc, et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est dommage, hein, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les enseignants qui avaient cette vocation notamment de transmettre, en fait, voilà, qui cherchent autre chose. Et aussi, on va dire, en tant que parent aussi, en fait, il y a une angoisse en quelque sorte pour savoir est-ce que mon enfant il va être scolarisé dans une bonne école, est-ce qu'on va lui apprendre et lui transmettre, on va dire, cette ouverture d'esprit, parce que dans tous les cas, moi personnellement, je ne prône pas le communautarisme. On va dire, en fait, je prône tout simplement la mixité dans le sens où il faut, pour vivre avec tout le monde, il faut connaître tout le monde. Donc c'est aussi simple que ça. Personnellement, et ça je pense que je l'ai jamais dit, mais moi, on va dire durant mon cursus académique, j'étais dans une école publique, je suis passé chez les sœurs, hein, j'ai fait une école coranique, donc voilà, et j'ai fait une école privée et j'ai fait d'autres choses plus liées au public. Donc en fait, pour moi, c'est cette richesse en quelque sorte, c'est le fait étant très jeune, de côtoyer d'autres personnes qui n'ont pas la même foi que moi, qui me permet aujourd'hui de vivre en toute harmonie et sans crainte, sans rien du tout. Et voilà, et je sais en fait respecter l'autre. Et ça, c'est super important. Mais c'est dommage aujourd'hui, surtout pour les parents, parce qu'il y a une vraie question, et je pense que c'est une des choses aussi auxquelles on pense quand il y a un bébé qui arrive, c'est en quelque sorte, on se pose beaucoup de questions, et parmi les questions, c'est aussi la question de l'éducation. À mon échelle, comment je pourrais inculquer les bonnes valeurs et voilà, et préparer le terrain pour ce bébé, pour qu'il puisse s'épanouir lui aussi à son tour, en quelque sorte, dans cette vie. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Oui, après, sur le point du politique, en soi, ce qui est sujet public et politique, c'est la société et les gens qui la composent, qui le font. De base, on est d'accord que le voile, c'est un cheminement personnel et spirituel. Mais aujourd'hui, on peut pas dire que ce n'est pas un objet politique, dans le sens où il est sujet principal dans beaucoup de médias. Il est mis au rang de politique, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des textes qui sont écrits sur ce vêtement. Donc aujourd'hui, de base, il ne l'est pas, mais il l'est devenu en France. Par exemple, là récemment, on a la campagne européenne sur la tolérance et contre l'islamophobie qui a été refusée en France. Je trouve que c'est un bel exemple, dans le sens où en France, le voile est devenu politique. Est-ce que la France a un problème avec les femmes ? Oui, ça a été montré dans le temps, hein, et dans notre histoire. Et en réalité, la problématique se pose pas sur le port d'une barbe ou sur un pantalon trop court sur les chevilles. Il se pose essentiellement sur le voile, sur ce que portent les femmes. Donc, selon moi, le problème de la France, c'est plus que l'islam, c'est les femmes. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. C'est quelque chose qui est respectable, qui se respecte. Et du coup, en fait, donc une fois, donc bon, on va dire, il y a eu cette, pas une déception, on va dire, voilà, ça peut être une déception parce que bon, c'est une vocation. Donc, et à ce moment-là, donc c'est un des éléments qui t'a poussé, notamment avec l'arrivée de ton bébé, d'avoir cette prise de conscience et aussi de vouloir faire autre chose. Oui, c'est ça, parce que donc ma famille, elle est scindée en deux parties. J'ai une grosse partie qui est dans l'enseignement et une autre partie qui est dans le commerce, l'entrepreneuriat, etc. Et donc, j'ai été éduquée avec ces deux fondamentaux. Du coup, lorsque j'étais enceinte, je me suis dit que pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas de n'importe quelle façon.
Et pendant ma grossesse, comme si on a des femmes enceintes qui m'écoutent aujourd'hui, je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire que on commence à ouvrir les yeux sur tous les types de dangers qui peuvent de près ou de loin nous approcher. Donc moi, j'étais sur ma façon de consommer. J'avais déjà été sensibilisée sur les causes écologiques, dans le sens où, par exemple, je diminuais ma consommation de vêtements, je gérais mes déchets, j'essayais de consommer en vrac, j'avais des produits du quotidien zéro déchet, etc. Enfin, ce type d'initiative, je l'avais déjà eu, mais par exemple, en parallèle à mon activité, du coup, et c'est ce qui a fait que j'ai fait Gallico Nova aujourd'hui, c'est, je sais pas moi, en termes de produits d'hygiène, bon bah j'allais prendre un shampoing L'Oréal, j'allais utiliser des produits pour parfumer mon intérieur, pas clean du tout, donc on était sur du Febreze, ce genre de choses. Et sauf que par exemple pour un bébé, il y a plein de perturbateurs endocriniens. Donc lorsqu'on devient jeune maman, ben le parfum on le met plus sur notre peau. Pour nos bébés, on n'utilise plus de soupline. Notre alimentation est extrêmement contrôlée parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas manger. Et puis pareil, lorsqu'on allaite, on continue de faire extrêmement attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on met sur nous. Et donc, ça m'a permis de me sensibiliser encore plus aux causes écologiques, vraiment par le biais de la consommation, vraiment, vraiment. Et après ça, ben, j'avais toujours l'envie d'entreprendre et je suis passée par plusieurs étapes, plusieurs recherches. Comme j'ai dit, de base, j'ai une formation de sociologie. Donc, moi, ce que je sais faire, c'est de la recherche. J'ai une très bonne méthodologie et je sais rechercher. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché et en faisant mon étude de marché, etc. Et je me suis rendu compte que je voulais être en accord avec nos pratiques. Et ben, il fallait fabriquer et il fallait être proche de notre produit fini et être présent dans toutes les étapes de conception et de fabrication. Voilà, d'où la naissance de Gallico Nova. Alors, déjà, première question, Gallico Nova, c'est quoi en fait? Déjà, pourquoi ce choix de nom? Gallico Nova, et ben, la petite histoire, c'est que on cherchait un nom avec mon époux, un nom qui pourrait être original et puis en même temps presque fondamental en tant que français. Et on s'est dit on va utiliser le français, mais on va utiliser la base du français. Si on utilisait le latin, alors on a utilisé le latin. Et donc Gallico Nova, c'est du latin et ça veut dire nova, nouveau, et Gallico, français. Donc ça veut dire nouveau français. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on se considère jeune. Donc on a dit, OK, on fait partie de la nouvelle génération des nouveaux Français. Clairement, nos parents et nos grands-parents n'étaient pas sensibilisés à l'écologie. Nous aussi. Donc, ça fait partie des raisons. Et puis aussi parce que lui comme moi, on vient d'une nouvelle génération de Français. On est issus de parents de l'immigration. Donc du coup, on fait partie aussi de cette nouvelle France, tout simplement. Voilà. C'est vrai que derrière Gallico Nova, en fait, il y a un couple, machallah, de jeunes, en fait, qui a initié notamment cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, tu es à l'honneur, mais derrière, il y a aussi ton époux, en quelque sorte, oui. qui t'aide au quotidien. C'est ça, mais je pense que dans toute entreprise, lorsqu'il y a un couple, lorsqu'on est marié, en réalité, c'est pas l'affaire d'une personne, c'est souvent l'affaire du couple. C'est logique, parce que lorsqu'on entreprend, ça intervient dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Donc, c'est pas lorsqu'on est salarié, on va au boulot et puis après on rentre. Pas dans l'enseignement, mais dans tous les autres boulots, on va au travail, on fait nos heures, on rentre et c'est fini. Lorsqu'on entreprend, ça s'arrête jamais en fait. On est tout le temps au travail.
Oui, oui, mais après, moi, je vais pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Moi, je pense que dans un couple, la communication reste la base, en quelque sorte. Et peu importe, en fait, si on travaille sur un projet commun ou chacun sur son projet, je pense qu'il faut toujours communiquer, que l'un alimente l'autre en termes d'idées, en termes de... Parce que parfois, on a besoin d'idées, parfois, on a besoin d'un avis extérieur, parfois, on a besoin de réconfort, on a besoin d'aide. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui peut et qui soude le couple, en quelque sorte. Et malheureusement, de nos jours, il est de plus en plus délaissé en quelque sorte. Je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais moi je prône la communication au sein du couple parce qu'en fait, pas de communication engendre la frustration et la frustration engendre des problèmes. Et malheureusement, les problèmes commencent toujours par des petites frustrations. Ça peut être très anecdotique. Oui, ben, comme dans toute société, un couple et un foyer, c'est une micro-société et pour ça, elle a besoin de débats, elle a besoin d'échanges, elle a besoin de règles, de lois. Le mariage, c'est ça, hein, qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas, mais en tout cas, pour un foyer, pour un couple, c'est ça. Moi, je la vois vraiment comme une micro-société avec une micro-organisation et on est d'accord, l'échange est primordial. Exactement. Et notre règle, en quelque sorte, nous qui sommes musulmans, c'est notre et qui ont de la foi, c'est notamment c'est notre religion. Et notre religion, en fait, c'est cette personne tierce, en quelque sorte, qui parce que ça arrive hein, quand on n'est pas d'accord, bah, ça vient mettre des limites. Et ça peut donner une raison à l'un comme l'autre. Parfois, on est tous les deux dans le faux, en quelque sorte. Là-dessus, il faut revenir à la religion parce que on se trompe. En fait, on pense que la religion, c'est juste voilà, prier, jeûner, la zakat et tout, mais c'est plus que ça. La religion, on va dire tous les éléments qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit entreprendre, vendre, le commerce, l'éducation, etc. Et j'en passe. En fait, tout cela est cité en quelque sorte dans notre religion. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé un enseignement assez riche. On va dire pas libre à nous, mais il faut qu'on puisse revenir et s'appuyer là-dessus. On va dire ça sert à rien de réinventer un peu l'eau chaude en quelque sorte, mais et ça permet aussi d'éviter beaucoup de problèmes. La communication en fait partie. Oui, oui, ben clairement, hein, ça reste notre petite constitution à nous, notre Coran et notre Sunna. On l'utilise au quotidien dans le commerce, par exemple, avec plusieurs artisans de ma région. Donc nous, on est situé en Franche-Comté. On organise un collectif de commerçants et on se base, donc cette fois c'est communautaire parce que c'est des commerçants musulmans. Et ben, très bientôt, on va avoir une petite formation religieuse autour du commerce, tous ensemble pour qu'on puisse avoir ben, des bases solides et surtout des règles communes et saines. Et l'islam, c'est ça. Exactement, parce que ça c'est on va dire c'est quelque chose de on dire d'oublier ou de omis ou peu importe, mais en fait tout ce qui régit la vente et le commerce d'une manière générale, il est vraiment très détaillé. Il faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était commerçant en fait, et les compagnons ils étaient des commerçants, donc les règles à ce sujet ils sont définies, que ce soit les types de vente, même on va dire aujourd'hui ce qu'on appelle le dropshipping, etc. C'est quelque chose qui a été déjà légiféré voilà, il y a belle lurette, etc. Mais ça pose aussi les principes et les valeurs. Une des choses, bah, en fait, il faut que l'activité soit déclarée, que l'activité doit être honnête, qu'on doit être sur quelque chose de licite, qu'on doit recourir à quelque chose qui est licite, voilà, qu'on ne doit pas arnaquer, etc. Voilà. Le commerce, il est là. Certes, on doit faire des profits, ça c'est normal, c'est la base de toute société, pour qu'on puisse vivre, manger et surtout pour que l'économie puisse tourner. Mais l'objectif ne doit pas de faire fois 100, des profits fois 100, fois 1000, ou résigner sur de la qualité en quelque sorte. En fait, la tromperie, c'est quelque chose qui est sévèrement réprimandé dans l'islam sur cette partie-là. Hein. Et voilà, et l'une des choses, c'est, je pense que déjà à la base, peu importe où on est, il faut avoir un commerce qui est déclaré, qui répond aux normes et aux standards, que ce soit de qualité, de sanitaire, etc. Parce que c'est aussi conformé aussi à la loi en quelque sorte. Et ça, c'est Oui, super important aussi d'un point de vue produit. C'est-à-dire que là, on va y venir à travers Gallico Nova.
c'est aussi, en fait, certes, il y a eu ce cheminement en quelque sorte. Bon, voilà, il y a eu un parcours académique qui est assez riche. Derrière, il y a eu une première expérience qui était aussi formateur hein, dans l'enseignement, parce que pour moi, toute expérience, on peut en tirer profit. Et après, bon, il y a eu cette initiative de lancer Gallico Nova, mais aussi, j'imagine, hein, tu pourras nous en dire plus. L'idée, c'est pas de lancer une marque ou un produit pour le lancer. C'est-à-dire que derrière, il y a un cheminement, il y a des raisons. Oui, oui. Ben, rapidement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et pour répondre à ça, lorsqu'on a dit que, par exemple, le voile n'était pas politique, etc., est-ce que l'islam est politique? Oui, là, on le voit hein, carrément parce tout est légiféré, etc., que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau de la famille. On a nos lois et puis on a nos règles. Mais ce que j'aime, en tout cas en France, que je pense que beaucoup de Français n'arrivent pas à comprendre parce que c'est juste un manque de connaissances, c'est que notre religion se rapproche de notre constitution à nous et de nos lois françaises. Et c'est ce que je trouve magnifique par exemple, dans l'exercice d'une entreprise en France, etc. C'est que, tout à l'heure tu disais des points communs, eh ben, c'est exactement ça, c'est que notre religion s'aligne très bien avec les lois françaises. Si je peux juste rebondir là-dessus, parce que tu soulignes un point très important. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle en arabe maqasid al-sharia. Donc, c'est l'objectif de la loi islamique. L'objectif de la loi islamique, c'est quoi? C'est la protection de la vie, la protection de la foi, de que chacun puisse avoir sa foi. Il ne faut pas oublier, hein, si aujourd'hui il y a toujours des chrétiens et des juifs au Moyen-Orient, etc., c'est parce qu'il y a eu cette protection depuis l'époque du prophète sallam. Donc, pour protéger toutes les communautés, il y a la protection de la descendance et de la richesse, donc qui se traduit sur tout ce qui est familial, donc héritage, etc., et de la richesse, donc toute la richesse que tu peux engendrer à travers le commerce et le travail, et à la protection de la raison et de l'intellect. Donc en fait, c'est ça les objectifs, en quelque sorte, de la religion, d'une manière très globale. Et là-dessus, donc pour revenir à ce que tu disais, donc là-dessus, on le retrouve notamment dans la Constitution. Voilà, c'était juste une aparté pour apporter. Oui, c'est ça. Mais c'est important parce que dans notre exercice, on a parlé par exemple on doit respecter la législation, s'enregistrer en tant qu'entrepreneur, etc., payer ses taxes. Tout ça, c'est important et tout ça, c'est islamique en fait. Donc, je pense que lorsqu'on est jeune musulman et qu'on part dans l'optique d'entreprendre, notre religion, ça doit réellement être notre boussole et on se rend rapidement compte que c'est aussi la boussole française. En fait, c'est la même chose, on est sur la même dynamique, on est sur la même voie. Par exemple, justement, je vais répondre à ta question. Lorsque de Gallico Nova, c'était pas juste pour créer. On n'oublie pas que on a créé Gallico Nova en plein climat Covid. Donc c'était extrêmement particulier et face à tous ouvrez les guillemets, nous sommes en guerre, fermez les guillemets. Avec mon époux, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de créer. Donc, face au chaos, nous, on s'est dit, si on crée des choses. Et on a créé une entreprise. On a voulu faire au mieux et on a voulu faire les choses de la façon la plus saine possible et donc la plus islamique possible. Donc, pour ça, c'est avoir une charte de valeurs assez restreinte et, selon nous, assez noble. Donc, on a favorisé le circuit court. C'est ce on s'est rendu compte pendant cette pandémie, c'est que la France était extrêmement dépendante des pays avoisinants et et des pays encore plus lointains en termes de matières premières. Donc, on s'est dit, ce qui serait mieux, c'est de fabriquer, si possible, des produits. Donc, déjà, on partait dans l'optique de la fabrication, on n'était pas sur de la vente. Et donc de se former si on fabriquait des produits sains, locaux et puis artisanaux, histoire de revenir aux fondamentaux. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fabriqué Gallico Nova. Gallico Nova, c'est une entreprise de parfums d'intérieur. Donc on est sur des bougies, brumes de linge, diffuseurs à bâton, etc. Pour débuter, donc ça reste du parfum. Donc on va utiliser les parfums qui viennent de Grasse. Donc, on travaille avec un artisan parfumeur à Grasse. Il faut savoir que Grasse, c'est la capitale mondiale du parfum et c'est en France. Donc, premier point, on dit on a une très belle qualité en France.
hashtag Cocorico, et si on utilisait nos parfums. Donc c'est ce qu'on a fait. On a utilisé des parfums, sauf que on s'est pas juste dit si on utilisait des parfums locaux. On s'est aussi dit si on utilisait des parfums locaux, donc de Grasse, qui sont sans phtalate, sans CMR, donc c'est des produits cancérogènes, et si possible, qui ne sont pas fabriqués avec des parfums synthétiques. Faut savoir que par exemple, lorsque vous voyez du musc ou ce genre de choses, les principaux muscs sont faits à base de glandes animales, ce genre de choses. Donc c'est des animaux qui sont rares et qui sont en voie d'extinction. Donc dans la parfumerie en règle générale, on va utiliser des parfums de synthèse pour éviter de tuer des animaux, etc., etc. Et aussi parce qu'il y a des animaux qui sont en voie d'extinction et qui sont extrêmement rares et difficiles à trouver. Sauf que c'est plein de produits chimiques, les parfums de synthèse. Donc on a décidé d'avoir une liste de parfums plus restreinte, mais des parfums qui correspondent à nos valeurs. Donc des parfums véganes et sans produits chimiques. Ça a été notre première recherche et qui a été fructueuse. Ensuite, pour les bougies, on va utiliser de la cire de soja. Tout à l'heure, on parlait des labels. Alors, il faut savoir que en France, les labels se payent et ils respectent un certain nombre de règles pour ensuite qu'on puisse avoir le label. Il y a beaucoup de labels qui ont des règles assez larges et un prix élevé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas tellement sur de la qualité, mais plus sur du marketing. Donc, du coup, nous, on n'est pas fabricant de soja ni de cire de soja. Il fallait se rapprocher d'entreprises. En France, on n'en fait pas ou très peu. Donc, on s'est concentré sur du soja qui pousse en Europe. Et grâce à ça, on a une réelle traçabilité parce que l'Europe. et on a pu trouver de la cire de soja sans pesticides et sans OGM, qu'on peut certifier sans OGM. Seulement pas bio, parce que le soja pousse en règle générale à moins de 30 km d'autres formes d'agriculture qui utilisent des pesticides. Et l'une des règles pour que ce soit homologué bio, c'est que les champs soient à une certaine distance d'autres champs qui utilisent des pesticides. Donc la cire de soja, aujourd'hui, c'est très très difficile d'en avoir de la bio, tout simplement. Donc aujourd'hui, Gallico Nova, c'est des produits, on va dire, où en tout cas vous œuvrez au quotidien pour avoir une traçabilité, pour avoir des produits nobles et de qualité, que ce soit en matière des matières premières, oui. Ouais, voilà. Et là-dessus, c'est aussi des ateliers, c'est l'envie de transmettre qui est revenu. Oui, bien sûr, on reste, ça reste dans mon ADN. Donc du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire, transmettre mon savoir et puis faire en sorte de pouvoir pratiquer mon activité, pas seulement dans de la vente pure, mais aussi dans de l'expérience. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien, ça plaît, parce qu'on fait des bougies coulées, parfumées, mais je me suis formée aussi en bougies de décoration. Donc on va être aussi sur de la bougie colorée avec des formes rigolotes pour les saisons, etc. Et ça permet de travailler ce type de choses avec plein de gens différents et plein de tranches d'âge différentes. Exactement. En fait, je vais faire une petite aparté, mais c'est vrai que t'es pas au courant, mais on a commandé chez toi, donc pour tester notamment, avant d'enregistrer ce podcast. Hein. D'accord. Donc on a fait un peu les clients mystères. Ok, c'est rigolo. Voilà, où on a pris une bougie, donc le oud. En tant que parfum et pour un spray donc une brume de linge. Non, doudou. Oui, voilà. Doudou, un classique. Ouais. Voilà. Donc je confirme, en fait, on confirme voilà que c'est déjà on a été étonné par la rapidité, notamment de la prise de commande, aussi de ta disponibilité. En fait, c'est ma femme qui avait pris contact avec toi, notamment pour que tu puisses pas faire le lien sur Instagram, que c'est nous.
Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de qualité de service, déjà parce qu'elle, vu qu'elle voulait des parfums, je pense qu'ils étaient à ce moment-là en rupture parce que tu fabriques un peu aussi à la commande aussi, c'est pas, voilà, tu t'as pas un Oui, c'est stock ça. énorme, donc et là-dessus tu étais aussi conciliante en quelque sorte pour lui proposer en fait le parfum qu'elle voulait, le package qu'elle voulait, etc. Donc c'était une Ouais. formule découverte qu'elle avait pris de mémoire. Ah, le petit coffret, oui, oui, oui. Voilà. Ça y est, je me souviens. D'accord. Et aussi, on est pareil, donc la livraison, c'était très très rapide, hein, de mémoire, c'était 2-3 jours max, et dans un très très beau packaging. Donc là-dessus, oui, oui, donc ça n'a fait que réconforter l'idée de t'inviter, aussi d'échanger avec toi et de mettre Gallico Nova à l'honneur. Je pense que c'est une initiative à encourager. Oh, c'est gentil. Oui, mais par exemple, parler des packaging, on a poussé la chose assez loin, c'est-à-dire que nous, on fait fabriquer nos cartonnages et nos packaging en France aussi, à Toulouse. Donc, on fait imprimer toute notre papeterie, que ce soit les petites cartes, les flyers, etc., aussi ici, donc à Bordeaux. Notre site internet, lui, il est hébergé à Nice. On a un hébergeur français avec une entreprise française. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est travailler avec des acteurs français, pouvoir proposer un produit de qualité et pas forcément avec des prix exorbitants. Et Mm. puis, Et aussi professionnel. Mm. et professionnel exactement. Mm. Après, on a des bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises aussi. On en parlera peut-être un peu plus tard, Oui, mais oui, bah, là, tu fais une très belle transition parce que, on va dire, tout le monde, en fait, à un moment donné, on se dit, bah, l'entrepreneuriat, bah, c'est bien. Après, bon, c'est pas bien pour telle raison. En fait, j'aimerais bien jouer, on va dire, qu'on fasse un petit jeu très très simple, hein. C'est le mhm, fameux SWOT, hein, pour les gens qui le connaissent ou peu importe, hein. L'idée, mhm. en fait, moi, j'aimerais bien que tu puisses partager avec nous un peu, pour toi, c'est quoi les forces et les opportunités d'entreprendre et aussi à travers donc Gallico Nova. Et dans un deuxième temps, aussi un peu c'est quoi les faiblesses et les risques aussi d'entreprendre en fait, à travers Gallico Nova en fait. Et à travers, si Ouais. possible, avec des exemples si tu en as. Je pense que ça permettra d'éclairer aussi les gens qui ont des idées, qui ont peut-être qui ont envie de se lancer, qui hésitent, ou des gens peut-être qui sont déjà lancés, mais qui aussi aimeraient parfois juste avoir le vécu et la vie d'autres entrepreneurs comme eux. Ben, on va commencer par le positif alors. On va commencer par les forces. Je t'en prie. Les forces, ben, c'est déjà toute la dynamique de recherche. Lorsqu'on va ouvrir notre entreprise et qu'on est seul à 2 ou à 3, il va falloir s'intéresser à plein de facteurs différents. Donc, par exemple, tout l'aspect législatif, donc tout ce qui tourne autour des lois, etc. On va avoir l'aspect de création, l'aspect de marketing, donc de communication. On va avoir, bah, dans notre cas, la fabrication. Donc, c'est encore tout un aspect de recherche et de travail. On va avoir ensuite ben, le site internet, donc tout ce qui est codage, etc. Nous, on a vraiment tout fait tout seul. On a que ce soit nos visuels, que ce soit notre site internet, que ce soit notre communication, nos produits, etc. On a vraiment travaillé tout seul, mais on peut travailler avec plein de facteurs différents. Pour ça, il faut avoir une très belle trésorerie. Mais dans tous les cas, c'était plus avantageux de travailler seul. Et en plus de ça, ça reste un argument de vente. Donc, c'est aussi voilà du marketing, trouver des arguments de vente, etc. Tout ça, c'est hyper riche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être les horaires. C'est génial parce que on peut gérer nos horaires nous-mêmes et on peut travailler un peu quand on veut dans la journée, gérer son emploi du temps. On n'est pas tributaire d'une entreprise, donc ça c'est un deuxième gros point positif. Et troisième positif, ben l'espace, c'est-à-dire qu'on peut travailler d'où on veut. Donc on peut travailler quand on veut et on peut travailler d'où on veut. Donc ça pareil, si demain, comment dire, on veut partir en vacances, etc. On peut très bien travailler ça demande un peu d'organisation, mais c'est possible en tout cas. On peut travailler pas forcément de chez nous. Donc ça Mm. c'est
Le troisième point positif. En fait, je rejoins en fait ces points positifs, notamment parce que nous aussi, on a pris un peu le parti de faire tout nous-mêmes, hein. Que ce soit le site, que ce soit le logo, que ce soit que ce soit les produits, les posts qu'on met en place. En fait, tout est fait. Donc, tantôt on est des développeurs, tantôt on est des infographistes. On fait du marketing, mais je trouve que ça c'est très formateur parce que ça permet de toucher un peu à tout et surtout ça permet aussi de relativiser, de voir un peu, d'être un peu plus indulgent et voilà, quand on voit aussi un travail de qualité qui est fait ailleurs et aussi ça nous permet en fait en quelque sorte d'avoir aussi plus d'idées en fait. Donc ça crée une sphère créative en quelque sorte parce que si on fait que déléguer en quelque sorte, pour moi je trouve que c'est aussi un frein à la créativité et aussi je pense qu'il n'y a pas mieux que toi en quelque sorte pour parler de ton produit. Parce que tu l'as imaginé, on va dire que tu l'as mis en place. Voilà, il y a une histoire qui est derrière que toi-même, tu es à même de la raconter en quelque sorte. Et je trouve que c'est super intéressant. Oui, bah c'est exactement ça. Après, peu importe l'activité, en fonction des possibilités et en fonction de nos capacités aussi, mais c'est vrai que c'est super riche et lorsqu'on a un peu de temps et lorsqu'on en a l'envie, dans tous les cas, c'est gagnant d'agir de cette façon. Oui, Après, il y a les points négatifs, hein. Oui, juste avant de passer au point négatif, mais moi je pense que pour moi c'est vraiment clé et fondamental. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est l'investissement sur soi-même. Ça, c'est super important en fait. Que ce soit en termes de temps, en termes de formation, voilà, en termes de se donner les moyens, c'est la meilleure des manières. Certes, on va dire, on va prendre un peu plus de temps pour réaliser parce qu'il faut apprendre, etc. Mais on va dire, on va détenir une compétence qu'on va garder à vie. On peut aller plus vite en déléguant, en achetant quelque chose, mais ça reste quelque chose de quand même de très temporaire. Et pour moi, ça, il faut le garder juste, se le préserver et y avoir recours tout simplement. Soit parce que voilà, on est pressé, il faut vraiment, il y a des deadlines, il faut sortir au plus tôt. Ou bien parce que ça demande un niveau d'expertise qu'on ne peut pas atteindre, ça demande des années. Donc il faut toujours savoir, oui, faire tout seul, c'est très bien. Déléguer toujours, c'est pas bien. Il faut trouver le juste milieu en quelque sorte. Et il faut pas oublier qu'il faut vraiment investir sur soi. Ça, c'est super important. Oui, ben ça c'est juste. Après, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a les points négatifs aussi, hein. C'est que la première chose, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, il faut pas imaginer qu'on interagit avec personne et donc du coup, on n'a pas de soucis avec d'autres individus, etc. C'est faux. On interagit déjà avec notre clientèle, on va interagir avec nos partenaires lorsque des artisans avec lesquels on va travailler, avec lesquels ça se passe plus ou moins bien. Parce que là, la particularité, c'est que c'est pas un collègue de boulot avec qui on n'est pas d'accord sur l'application d'une règle de la hiérarchie. Il y a de l'argent qui est continuellement en jeu dans le commerce. Donc à ce moment-là, c'est des problèmes qui sont différents. Donc entreprendre, c'est aussi ne pas se reposer sur un manager ou sur un patron ou sur une réglementation. C'est se dire, il faut faire face aux problématiques qu'on a avec les gens qui nous entourent dans le cadre de notre activité. Donc ça peut être plus ou moins difficile. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'argent, la trésorerie. Ce qu'il faut, c'est que notre entreprise soit rentable et pour ça, il faut courir après les contrats, il faut démarcher. Comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on est entrepreneur, on a plein de casquettes différentes et toutes ces casquettes ne nous correspondent pas forcément. Par exemple, l'une de mes casquettes, c'est commercial et c'est vrai que c'est pas l'activité dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Personnellement, c'est pas celle qui me plaît le plus, mais j'ai pas le choix de le faire. Donc du coup, ça reste un point négatif aussi, c'est-à-dire que il faut essayer d'en vivre de son activité et puis il faut composer avec toutes les casquettes que notre entreprise nous impose et ça c'est pas toujours simple. On parlait d'horaire, le troisième point négatif, c'est ça aussi, c'est un point positif mais c'est aussi un point négatif, c'est que il faut apprendre à couper, à décrocher. Parce que lorsqu'on est
en auto-entreprise, on se dit qu'on peut travailler quand on veut, mais ça veut aussi dire qu'on peut aussi ne pas travailler. Et ça, c'est difficile à aborder. C'est-à-dire que lorsqu'on est salarié lambda, on a des horaires, c'est fixe, on est payé pendant ces tranches d'horaires-là. Et puis c'est tout. Lorsqu'on a notre entreprise, ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas payé à l'heure, on est payé à la vente, on va être payé au contrat, etc. Donc il faut savoir se dire bon là il est 1h du matin, demain je me lève à 6h. Faut que j'arrête de travailler, quoi. Exactement. Donc c'est ça aussi, c'est réussir à se mettre des limites, à composer avec sa famille, etc. Décrocher un peu du boulot. Je pense que c'est la grosse difficulté et le gros point négatif du coup de l'entrepreneuriat. Oui, en fait, on peut avoir les faiblesses de nos forces en quelque sorte. Hein. C'est un peu comme à l'époque du télétravail. À un moment donné, il y a eu le fléau où parfois, on va dire, il y a une extension de la vie pro sur la vie perso, vu qu'on change pas d'endroit, vu qu'il n'y a pas de limite, etc. Donc parfois, ça peut être très chronophage en quelque sorte. Mais en fait, moi, j'aimerais bien revenir sur deux petits points que tu as cités et que je trouve intéressant d'échanger un peu là-dessus. Un, c'est le besoin de fonds propres en quelque sorte. Parce que c'est vrai aujourd'hui, et c'est vrai, il faut avoir l'idée, il faut avoir des compétences, des capacités, etc. pour commencer, parce qu'on commence seul. Avant de pouvoir que son entreprise puisse grandir petit à petit. Mais il y a aussi un besoin de fonds. Et là-dessus, en fait, l'islam, encore une fois, il a bien régi ce cadre-là. Il faut vraiment faire attention. Il ne faut jamais recourir au crédit, etc. Il ne faut pas commencer par du négatif. C'est-à-dire qu'il faut, au contraire, c'est un challenge de commencer avec ses propres fonds et redoubler d'ingéniosité, de créativité pour faire avec les moyens du bord, mais pour créer ce fonds de roulement en quelque sorte. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus un peu dans ton cas. Nous, comme j'ai dit, on a démarré notre activité en plein Covid. Donc, on avait un petit budget pour être transparente et parler de chiffres. Je sais que c'est pas français de parler d'argent, mais on est Gallico-Nova, donc on est la Nouvelle-France et on a moins de difficultés à parler d'argent. On avait un budget de 3 500 € pour partir en vacances tous ensemble. Le Covid est arrivé, les frontières ont été fermées et on n'a pas pu partir en vacances, on était confinés. Donc on s'est dit, c'est le moment ou jamais, on a cet argent, au lieu de l'investir dans de l'expérience, etc., parce que les voyages, c'est toujours bénéfique. On s'est dit, on va quand même l'investir, mais dans nous-mêmes et dans notre projet. Donc voilà, on avait vraiment un minuscule capital juste pour acheter les premières matières premières et les premières machines. C'était vraiment tout petit. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on a fait ? On a utilisé tout simplement les bénéfices qu'on se faisait pour réinjecter et pour avoir de plus gros contrats. Alors, on ne s'est pas du tout fait aider de banque. La seule chose que j'ai faite, moi, et j'ai eu la chance du coup de tomber sur une banquière compréhensive, c'est que de temps en temps, elle m'autorisait, lorsque j'avais un très gros contrat qui engageait pas mal de trésorerie, elle m'autorisait un découvert exceptionnel. Donc, j'ai pas d'intérêt dessus pendant 30 jours. Le temps que j'achète ma matière première et que je puisse être réglée, et puis compléter avec ce que j'avais moi pour ensuite pouvoir honorer mon devis et ma facture. Maintenant, le point positif de cette action-là, c'est que premièrement, on a la baraka parce que clairement, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'intérêt, on n'est pas enchaîné auprès d'une banque. Donc, du coup, notre activité, elle fleurit, certes à un rythme plus lent que si on avait fait un gros prêt dans une banque, mais ça change pas que, en règle générale, ça se passe bien. On a des commandes régulières et on arrive à rencontrer des personnes de partout en France. Regardez, vous, on se parle aujourd'hui et vous habitez pas en Franche-Comté. Pas du tout. Donc, c'est que ça fonctionne. C'est qu'on a la bénédiction dans notre activité. Alhamdoulilah. Maintenant, le point négatif de pas se faire aider, c'est que il peut y avoir des défauts de trésorerie. Et je sais pas, par exemple, nous on peut pas payer un local aujourd'hui, on peut pas payer un loyer, un très gros loyer chaque mois, des demandes qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas la trésorerie pour pouvoir honorer ce genre de choses.
Oui, en fait, c'est aussi, en fait, ça peut s'apparenter à un frein pour de grandir vite, mais je pense qu'il faut plutôt privilégier petit pas, petit gain. En fait, comme je dis, Voilà. c'est un mal pour un bien. Ça permet aussi d'affiner un peu plus son expertise. Ça permet aussi de gagner en crédibilité et de s'armer, notamment pour des gros contrats. Peut-être qu'un gros contrat au démarrage peut être aussi très dévastateur en quelque sorte si il y a des mauvaises surprises avec les fournisseurs et avec les clients, etc. Donc, en fait, il faut le Exact. prendre comme ça. Donc, Oui, oui, et puis même, on se rend rapidement compte parce que du coup, on fait beaucoup de marchés de l'artisan et de l'artisanat, et on a beaucoup d'artisanat dans notre région. Et ceux qui sont enchaînés avec des banques le vivent extrêmement mal. Là, en plus, on n'oublie pas, on reste en période de pandémie, le commerce a été mis à mal, et toutes les personnes qui étaient enchaînées avec des banques, moi j'appelle ça comme ça, enchaînées avec des bien sûr. banques, se sont retrouvées en dépression, il y a eu des suicides, parce qu'automatiquement, on doit de l'argent qu'on peut pas donner. Et ben voilà, il y a qu'Allah qui sait ce qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est très, très, très difficile pour toutes ces personnes-là. Et nous, du Exactement. coup, c'est ce qu'on n'a pas vécu. Parce que justement, on n'était pas coincés, en fait. On vivait Alhamdoulilah. juste avec ce qu'on avait. Exactement, c'est ça en fait. Moi, c'est ce que je prends toujours. Hein. Faut pas être dans la surconsommation. Il faut vivre avec ses moyens et non au-delà de ses moyens en quelque sorte. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ça m'apporte de la valeur? C'est quoi la valeur qu'elle m'apporte cet achat ou cet investissement? Et le fait déjà de recourir aux banques, donc déjà ça c'est du riba, c'est formellement interdit, mais d'autant plus que on va dire tu te donnes ta liberté, tu la mets en suspens en quelque sorte parce que tu n'es pas libre pendant 5, 10, 20, 25 ans, le temps de rembourser ta dette. Et même d'un point de vue mathématique, si je reviens à mes premiers amours en tant que mathématicien, derrière, quand tu fais le calcul au total, en fait, tu es perdant. Le fait de mettre de côté et, voilà, et de faire tourner avec les moyens que tu as, de réinjecter tes bénéfices et tout, il est plus prometteur. Et à la fin, c'est-à-dire à 5, 10 ans, 15 ans, ça apporte beaucoup plus, que ce soit en termes de croissance de l'entreprise ou en termes de croissance de salaire, que tu peux te verser de dividendes et tout ce que tu veux, par rapport au fait d'avoir dès le début des leviers, c'est-à-dire que tu peux, voilà, des levées de fonds, etc., et que tu dois rembourser avec des intérêts pendant 10, 15 ans, 20 ans, en fait. Le calcul, il est très simple. Hein. Et aujourd'hui, on va dire, malheureusement, en véhicule, on dit bah, le taux d'emprunt, il n'a jamais été aussi bas, le taux, il est que de 1%. Et malheureusement, les gens, ils pensent que c'est vraiment 1% de 1000 euros, 1% de 200 000 euros. Le taux d'intérêt ne se calcule pas comme ça. Ça aurait été très, très simple. Et on va dire, Ouais. il est limite très faible. Alors que 1 ou 2% de 1000 euros, c'est pas que 100 euros, ou même 10 euros, c'est pas ça du tout. Oui, parce qu'il y a l'inflation qui est mise en place aussi, pas que, parce, l'argent fluctue. oui, parce que l'argent fluctue, etc. Mais bon, ça c'est une chose, et parce que l'argent change de valeur, etc. On dirait 1 euro d'aujourd'hui, c'est pas celui de 2000 et c'est pas celui de 2040. Mais il y a aussi le modèle de calcul. Le modèle de calcul, ça, on va entrer dans un contexte un peu plus financier. C'est-à-dire qu'il y a des obligations et on commence, on va dire, le taux, il n'est pas sur la somme totale, mais il est sur les obligations, pour faire très simple. C'est-à-dire que si on fait un calcul 2 ou 3% aujourd'hui, c'est quasiment... alors, je vais donner un exemple parce que comme ça, les chiffres, c'est plus parlant. Aujourd'hui, par exemple, la banque, elle vous donne 7 000 euros. 7 000 euros, vous allez rembourser en 9 000 euros. Voilà. Donc, c'est quasiment 2 000. Donc, si vous divisez, par exemple, 2 000 euros sur les 9 000, vous êtes presque à 25%, en fait. Ouais, Donc, en fait, c'est comme ça. Or que dans le pourcentage, on va vous dire que vous empruntez à 2, 3, 4%. oui, c'est Voilà. ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les pénalités de retard aussi. Bien évidemment, ça on n'exclut pas qu'il faut être en forme, en bonne santé, que tu as bien toujours là, qu'il n'y a pas de pénalité, qu'il n'y a pas de retard, etc., etc. Exact. Donc Qu'on peut se là-dessus, protéger avec toutes les assurances possibles et inimaginables. Les assurances feront toujours en sorte de pas vous régler. En tout cas, elles vont être dans cette dynamique-là. Enfin, ouais, en tout cas, pour nous, c'est vrai que le prêt bancaire, c'était pas une option. et là-dessus, la question qu'on peut se poser, hein, c'est comment prendre du recul et une distance avec l'argent. Parce que certes, quand on est entrepreneur, en fait, on va dire ça tourne autour de l'argent parce que c'est l'argent qui permet aussi de vivre, de produire, de vendre, voilà, et de créer cette activité, cette richesse. Mais en même temps, comment faire pour prendre une distance et prendre du recul? Parce que si on s'y attache,
ça on rentre dans un cercle vicieux. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu comment tu fais au Oui. quotidien pour prendre cette distance? Parce que je pense que ça peut aider aussi les gens aussi, qui sont entrepreneurs ou pas du tout d'ailleurs, hein, parce que c'est une question de tous les jours. Hein, parce qu'on gagne un salaire, on a de l'argent, peu importe, hein, et on est tenté voilà, de le dépenser. Parfois, on est tenté de le dépenser, parfois, on va dire, il y a tout ce qui est dépenses principales. Parce que Ouais. voilà, le loyer, machin, etc. Aujourd'hui, en fait, il prend une place centrale. Et du coup, je pense que c'est très compliqué de toujours prendre du recul, une distance et vivre comme si tout va bien en quelque sorte. Eh ben, je pense que la première chose, c'est d'être fier de ce qu'on fait. C'est pour ça que personnellement, j'ai pas fait le choix de faire de la vente simple, parce que pour moi, c'était pas ce qui me correspondait. J'avais besoin de créer. Et dans mon cas, le fait de créer et comment dire, d'être fière de mes produits, ça fait que j'ai pas cette amertume, tout simplement. Et j'arrive à avoir envie de travailler, envie de me développer, d'avoir de l'envie dans mon activité. Donc, ça a été pour moi ma solution. Après, l'autre point positif encore, et un énième de pas être enchaîné avec une banque, c'est que je suis dans ma 2e année de Gallico Nova. Si ça me correspond plus, eh ben je m'arrête. Tout simplement, j'ai pas d'engagement vis-à-vis d'une banque avec un crédit à 5 ou à 10 ans, etc. Tout simplement. Et le fait d'avoir cette liberté-là, c'est celle-là aussi qui donne envie d'avancer chaque jour, en fait. Et même si je peux me permettre, hein, et tu me corrigeras si c'est pas ton cas, mais je pense aussi que le fait d'avoir des coûts, on va dire un niveau de vie qui est très correct, on va dire, et qui est très simple, et des charges qui sont fixes, mais qui sont pas énormes, te permet aussi d'avoir cette liberté. C'est-à-dire que du fait que tu n'as pas de crédit, en fait, tu n'as pas acheté, et du coup, tu n'as pas des redevances excessives, peut-être que tu as un loyer qui est très correct par rapport à là où tu vis, que aussi en termes de besoins, et vu que tu as eu une prise de conscience assez tôt d'un point de vue éthique et écologique, en fait, ça te permet aussi de savoir comment consommer et dépenser ton argent. Et je pense que ça aussi, pour moi, ça nous permet de créer cette liberté. C'est-à-dire que demain, si je m'arrête de travailler, c'est pas grave parce que dans tous les cas, j'ai pu mettre un peu de côté. Je parle pour les gens qui sont salariés et moi j'en fais partie parce que je suis salarié et entrepreneur en même temps. Donc ça permet de mettre un peu de côté et c'est aussi parce que je me suis pas aventuré à faire des achats un peu farfelus. C'est-à-dire que si demain j'arrête de travailler pendant 1 mois ou 2 mois, je peux trouver des alternatives pour pouvoir vivre le temps de rebondir et faire autre chose. Et ça, c'est un vrai luxe et c'est une vraie liberté. Je ne sais pas si est-ce que c'est ton cas, parce que je te connais pas personnellement, mais ça, on va dire, c'est le fruit un peu de mes échanges et de ce que je vois des personnes qui m'entourent. Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on est dans une conversation. Il y a une musulmane qui parle avec un musulman, donc on parle le même langage. Et pour moi, avoir la bénédiction dans ces activités, c'est aussi respecter ces règles-là. Et ma foi me permet de me rassurer au quotidien. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, pour l'instant, j'ai jamais eu de problématique, que ce soit dans tous ces aspects-là de ma vie. Pourquoi? Mais moi, j'en suis convaincue. Hein, c'est parce que je respecte les règles, en fait. Et à partir du moment, selon moi, hein, c'est ma conviction propre, à partir du moment où on respecte les règles, donc les règles de notre religion, on n'aura jamais de problème. Et même si on en a, ils vont se résoudre tout seuls. Subhanallah, c'est vraiment l'argent, ça vient et ça part. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai travaillé avec une artisante récemment avec laquelle ça s'est mal passé. Malgré tout, j'avais une facture à honorer parce que j'ai acheté de la matière première. Et c'était une grosse facture. Et pour ça, je me suis dit, mince, comment je vais faire, etc. Parce que il était censé avoir un échelonnement de paiement, donc un paiement en plusieurs fois, etc. Comme je l'ai dit, je me fais pas d'aider de banque, donc automatiquement, ma trésorerie, elle est pas gigantesque. Et à la fin, pour clôturer cet échange, il a fallu que je la règle en comptant. Et subhanallah, il s'avère que dans la même foulée, j'ai eu un très très beau contrat avec un CE d'entreprise qui m'a permis de payer intégralement ma facture.
Eh ben, j'ai pas fait appel à une banque. J'ai juste, j'ai prié Et et c'est puis j'ai tawakkul, respecté les règles et c'est ça. voilà et ça roule tout seul. Et chaque Exact, jour, en fait, nous, en tout cas, c'est notre façon de vivre. On agit un jour après l'autre. exactement. Voilà. Mais en fait, là, tu viens de souligner un truc très important, c'est notamment tawakkul, donc c'est le fait d'avoir confiance, de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala, notamment d'entreprendre les causes, mais aussi on va dire de faire confiance et d'avoir confiance en quelque sorte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il l'a bien résumé en fait dans un hadith où il dit le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. Et en effet, s'il lui arrive un événement heureux, ben, il remercie Allah et c'est pour lui un bienfait. Et s'il est victime d'un malheur, ben, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui un bienfait et un bien. Donc on va dire la destinée d'un croyant, elle est étonnante parce que dans les deux cas, que ce soit un bien ou un mal, c'est un bien pour lui en quelque sorte et ça ne peut que le faire avancer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. En fait, moi j'aime beaucoup ce verset parce qu'il est très parlant. En fait, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, ça veut dire et celui qui craint Allah, c'est-à-dire que à travers sa foi, à travers le fait toujours dans le licite, de faire des adorations, donc de adhérer à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, c'est-à-dire Allah, il lui trouve une porte de sortie en quelque sorte. Si on veut traduire d'une manière très large. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب. يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب, c'est-à-dire qu'il lui donne en fait par où il s'imaginait même pas en fait. C'est-à-dire que parfois on entreprend, voilà, on est un peu dans le mal, on essaye de trouver des solutions, on commence à faire des causes, et nous on a imaginé la solution A, B, C, et d'un coup, bah, on a une solution Z à laquelle on n'a même pas pensé, en fait, qui arrive comme ça. C'est un peu l'exemple que tu as donné juste avant. Et ça ne peut que, on va dire, accroître ta foi et te dire que tu es dans le vrai, tu es sur le bon chemin. Et il faut se préserver et continuer dans ce sens. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'invite vraiment tout le monde, en fait. En quelque sorte, c'est pas facile parce qu'il y a des moments où voilà, il faut patienter, il faut endurer. C'est pas facile, hein, parce que nous tous, on a subi, on subit et on va subir en quelque sorte des choses pas bien, des mauvaises surprises, des bas, etc. Mais c'est à ce moment-là, il faut vraiment être solide. Faut pas oublier qu'on a une foi. Il faut essayer au préalable et toujours d'anticiper en entreprenant, en étant toujours carré, en faisant les choses dans les règles de l'art. Et après, voilà, une fois qu'on est dedans, bah, il faut mettre en place les causes, il faut invoquer, il faut essayer d'entreprendre. Et Inch'Allah, il y aura une sortie. Et dans tous les cas, moi, je crois à une chose, hein, c'est que tant que je vis, en fait, j'aurai mon rizq, en fait, j'aurai de quoi manger, de quoi vivre. Le jour où il y aura plus ça, bah, automatiquement, je vais mourir. Et puis voilà, en fait, il n'y a pas de. Et on va dire, moi, c'est comme ça que je le vis, hein, tous les jours, hein. C'est voilà, tant que je vis, ben voilà, mon risque il va venir, hein. C'est-à-dire que j'entreprends, je fais des causes, j'imagine des stratagèmes, des solutions, des étapes, etc. Parfois, ça tombe dans ce que j'ai imaginé, et parfois, ben il y a un truc qui arrive, j'y ai même pas pensé. Je dis Alhamdoulilah, c'est comme ça. Et le jour où j'aurai pas il y aura rien. Ben, ce sera mon dernier jour et c'est comme ça en fait. Notre risque il est écrit depuis qu'on est né jusqu'à notre mort. Certes, on peut, et ça on va rentrer parce que ça c'est, je sais que c'est un sujet qui, on va dire, qui intéresse beaucoup les gens en termes du destin, c'est-à-dire que, bon voilà, s'il y a le destin, bah, pourquoi on va œuvrer, etc. En fait, je vais juste teaser, parce que je veux en parler plus tard, Inch'Allah, mais il faut savoir que dans le destin, il y a 4 types de taqdir en fait dans l'islam. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles on peut œuvrer, et c'est les choses qui nous concernent au quotidien. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas œuvrer. Et sur les choses sur lesquelles on ne peut pas œuvrer, c'est par exemple, c'est notre date de naissance et une date de mort. Ça, on ne peut pas œuvrer là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut œuvrer, on va dire, dans taqdir, il y a taqdir de tous les jours, il y a celui de tous les mois, il y a celui de Laylat al-Qadr, donc une fois par an, et il y a taqdir, le destin qui est lié à toute notre vie. Et c'est pour ça qu'on a des marges de manœuvre, en quelque sorte, pour en finir là-dessus, parce que sinon... je peux rester pendant des heures. C'est ce hadith, pour moi, il est très frappant. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, ça veut dire quoi? Si c'est le jour du jugement. Et si dans la main d'entre vous, on va dire, il a une graine, bah, qu'il la plante. En fait, c'est très imagé. Ça veut dire qu'il faut se dire que, imaginons, c'est le jour du jugement. Imaginons, on a vraiment une graine. Est-ce que tu penses que
on va plutôt penser à planter cette graine ou plutôt on aura tellement peur parce qu'il y aura tellement de choses, on sera bouleversé. Normalement, chacun va fuir dans son coin. Mais malgré ça, le professeur Aslam, en fait, c'est pour accentuer et montrer l'importance de mettre les causes, de travailler jusqu'au bout et de rien lâcher, en fait. C'est-à-dire que même si c'est le jour du jugement, et s'il faut planter, bah plante et fais quelque chose. Et ça, c'est le super. hadith préféré de mon époux, ouais. Ah, d'accord. Je le connais pas. Et il le dit très souvent. Et tout à l'heure, tu m'as demandé, moi, à titre personnel, mon défaut et ma qualité première, c'est que j'ai un esprit de projection très faible. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui arrive à me projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en suis à plus l'âge avance. Maintenant, j'arrive à quelques semaines, quelques mois à la rigueur, mais j'arrive pas plus. Chacun ses capacités. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Mais ce qu'elle me permet justement, c'est de vivre de cette façon-là. C'est j'ai tendance à vivre au jour le jour et pas être effrayée par la durée parce que j'arrive pas à me la représenter. Donc du coup, je peux m'investir à 100% dans une activité, dans un projet, sans forcément toujours avoir peur des conséquences. Et le fait de pas aussi avoir peur, ben c'est ma foi. Et je pense que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le cadre personnel, c'est une vraie force parce que la peur, elle paralyse. La mauvaise peur, je parle. Parce que la peur, elle est nécessaire, même dans notre islam, elle est importante. C'est important d'avoir peur parce que même en tant qu'être humain, hein, sinon on meurt tous les jours si on n'a pas peur. Hein. On se jette du haut de je ne sais quoi. C'est important d'avoir peur, mais d'avoir de la bonne peur. Et c'est la même chose dans nos entreprises. C'est important d'avoir de la peur, mais de la bonne peur. Et à partir du moment où on a notre foi, eh ben, alhamdoulilah, on arrive à avancer. Même si c'est le dernier jour de l'humanité, il faut planter notre graine. Exactement. Et, en tout cas, vous avez commencé, on va dire, par planter votre graine Gallico-Nova. En pleine pandémie, donc c'était la fin des temps. Oui, et nous, oui, on non. a planté notre graine. Alhamdoulilah, vous arrivez à avancer, donc à suivre votre trajectoire en quelque sorte que vous avez définie. Je pense aussi que vous apprenez en marchant. Que c'est aussi un peu aussi le quotidien en fait de nous tous. Hein. Certes, on peut dégager une confiance, mais souvent on apprend aussi en marchant. Mais voilà, on mesure le risque et on arrive à avancer là-dessus. Et demain, est-ce que, parce que tout à l'heure on avait un peu discuté, aujourd'hui on voit beaucoup d'offres bio, beaucoup d'offres où on met en avant circuit rouge, label, etc. La question que je me pose, hein, est-ce que c'est vraiment une réelle prise de conscience ou c'est juste une tendance, une démarche purement capitaliste en quelque sorte, que les gens puissent consommer davantage? Donc déjà, toi, c'est quoi ton avis là-dessus et aussi, et c'est quoi la position de Gallico-Nova en quelque sorte sur ces sujets-là? Alors réellement, je pense que c'est une problématique qui se pose au niveau des générations. Clairement, si aujourd'hui c'est devenu un argument de vente, parce que c'est un vrai argument marketing, c'est parce que ça intéresse les gens. Donc les gens ont envie de mieux consommer, et s'ils ont l'envie de mieux consommer, ils sont prêts à consommer différemment. Et ils se sont rendus compte aussi que consommer différemment, c'est consommer mieux et d'avoir des produits de meilleure qualité. Je pense que personne n'est insensible lorsqu'on imagine une personne travailler dans des conditions de travail déplorables. On n'a pas envie de participer à ça, qu'on soit musulman ou qu'on le soit pas. On n'a pas envie que ce soit un enfant qui ait fabriqué nos chaussures ou nos jouets. On n'a pas envie de ça. Après, vu que c'est loin et vu qu'on ne voit rien, on a l'information mais on ne voit pas, on consomme. La pandémie a fait et c'est que le début parce que maintenant on a les conséquences de cette pandémie, c'est que très clairement le marché mondial a été mis à mal, qu'il est extrêmement difficile d'avoir certains produits qui viennent de loin, de Chine, d'Inde ou de Pakistan. Il y a des ruptures de matières premières. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, c'est difficile de consommer comme on le faisait avant, difficile d'un point de vue éthique, mais difficile aussi d'un point de vue pratique. Et là, on va le voir pour les personnes qui fêtent Noël, que les jouets seront plus chers, qu'il y aura pas la quantité qu'on a l'habitude d'avoir. Et je pense que c'est important d'utiliser cette opportunité pour vivre et consommer différemment.
Et puis, on se rend compte aussi d'un point de vue psychologique, hein, notre société de consommation nous fait du mal. Consommer avec abondance, c'est aussi nous polluer continuellement. Notre vie, notre organisme, mais notre tête aussi. Je parle par exemple dans le monde du textile, il y a plein de choses qui s'ouvrent dans la trame des collections capsules. L'idée, c'est d'avoir quelques pièces de vêtements et de pouvoir tourner avec. Et c'est des pièces qui sont de qualité et c'est des pièces qui sont éthiques, qui sont fabriquées de façon éthique, etc. Donc avec une bonne rémunération, des conditions de travail correctes, etc. Et ça aussi, je dis pas que l'autre n'existe plus. On est d'accord qu'avec les influenceurs, etc., il y a des personnes qui continuent de consommer pour consommer, et nous aussi un petit peu. Ça dépend de nos centres d'intérêt, mais chacun a, comment dire, on dit son petit vice. Chacun a ses difficultés. Mais je le vois dans ma clientèle et dans ma clientèle qui s'élargit, que les gens veulent consommer mieux et consommer moins. Par exemple, dans mon cas, et vous avez pu le tester, je vais parler de ma brume de linge. Ma brume de linge Mon Doudou, c'est un produit qui est à 100 millilitres et il coûte 19,90 €. Donc, on se dit, franchement, pour une brume de linge, un parfum d'intérieur, payer ça 20 balles, il y en a, suivant leur cheminement de consommation, qui trouvent ça extrêmement cher. Mais Oui. Après, ça dépend. Si je peux intervenir là-dessus. En fait, ça dépend parce que typiquement, oui, si on prend Action ou prendre juste cet exemple, donc on va trouver, je sais pas les prix, mais ça doit être à 2-3 €, un truc comme ça. Après, si on prend l'Occitane, on va être un peu dans les mêmes tarifs. Si je pense de mémoire, c'est une vingtaine d'euros aussi. Donc après, ça dépend où on se positionne, etc. Mais dépend ce qu'on consomme. Exactement, mais c'est vrai que parfois on achète plus une marque que le produit. C'est pas parce que l'Occitane, ou d'autres marques d'ailleurs, qui font des brumes et tout, qui le vendent cher, que c'est de la qualité. Donc après, oui, c'est vrai que on est d'accord, mais en règle générale, à part si vraiment c'est une grosse marque, moi je parle même en termes de maison, type de maison de luxe, on va parler Dior ou Yves Saint Laurent. Lorsqu'on va parler de grosses maisons comme ça, on va se dire là on paye la marque, on paye la publicité, on paye notre identité. À ce moment-là, on fait plus partie de la classe populaire ou de la classe moyenne, on a réussi à atteindre un peu l'élite. Bon voilà, on paye quelque chose en tout cas. Et par exemple avec Gallico Nova, ce qu'on paye très clairement, on va payer un circuit court, donc on va payer un produit local. Aujourd'hui, dans la chaîne mondiale, lorsqu'on achète français, c'est local. Alors, lorsqu'on achète dans notre région, c'est encore mieux. Et puis, on va payer aussi la qualité, c'est-à-dire que, par exemple, la brume de linge, on n'a pas besoin de mettre 1000 pulvérisations, 2 ou 3 pulvérisations sur, par exemple, une couverture de lit, ça fonctionne très bien, et ça pendant 3 à 4 jours. Donc, ça veut dire que moi, mes 100 millilitres, on va pas les consommer de la même façon qu'une brume de linge Action, qui est faite principalement d'eau, il y a peut-être 2% de parfum ou 1% de parfum, et qu'au bout de 20 minutes, l'odeur est partie. Donc automatiquement, on va consommer plus. Et c'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour le fast-food que vous allez manger un McDo, 1 heure après, vous avez faim. Le burger, il tient pas au ventre parce que c'est de l'air, parce qu'il y a pas grand-chose en fait à manger. Je pense que c'est comme ça partout et les gens en ont conscience. Exactement, il faut toujours en prendre la qualité, il faut toujours chercher des produits de qualité, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'habillement, que peu importe en fait le domaine. Parce que en fait, il faut consommer mieux et peut-être peu, parce qu'on n'a pas vraiment besoin. En fait, si je reprends aussi les recommandations du professeur Aslam, en fait, il dit que le ventre, en fait, il faut le diviser en 3. Une partie, un tiers pour manger, un tiers pour boire, et un tiers, il faut le laisser vide pour être dynamique et avancer. Aujourd'hui, malheureusement, en fait, si on extrapole ça sur notre vie, il faut toujours fonctionner comme ça, c'est-à-dire que il faut toujours splitter notre consommation pour mieux consommer, et on va vite se rendre compte qu'on n'a pas vraiment besoin de tout en fait. Alors, c'est ça aujourd'hui, avec toutes les pubs, les influenceurs ou peu importe comment on peut les appeler. Derrière, en fait, ça pousse à la consommation, c'est-à-dire qu'on achète parce que ça devient des pulsions. Alors, on achète parce qu'on doit acheter, mais derrière, pas pour autant que c'est utile.
Et là-dessus, je pense que, comme avec ton exemple, certes, c'est 100 millilitres, 100 millilitres, mais 100 millilitres de Gallico Nova, c'est pas 100 millilitres de Action. Et ça, c'est parce que c'est dans la Exact. durée. Et ça, on peut le traduire sur beaucoup d'autres produits. On Mm, prend une bougie. Alors, on va prendre Ikea parce que aussi ils font des bougies, hein, ils font un peu de tout. mm, Donc mm. derrière une bougie Ikea, voilà, ça va durer 1 ou 2 jours et en termes de qualité, que ce soit aussi, il y a aussi tout ce qui est éléments néfastes à la santé, parce que C'est ça. vu que c'est plus ta spécialité, je te laisserai un peu plus parler des matières, par exemple des bougies, parce qu'aujourd'hui, Mm. c'est une vraie tendance, parce qu'on les voit un peu partout dans les pubs. Et du coup, il y a des bougies qui coûtent pas cher, mais c'est très nocif. Mais on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que, par exemple, les mèches avec lesquelles la mèche en coton, elle est blindée de pesticides et de pétrole. Alors, il faut imaginer, pareil, lorsque vous achetez une bougie Ikea à 2 euros, la cire, c'est de la paraffine, c'est un dérivé du pétrole. Donc, très clairement, vous faites brûler chez vous du pétrole avec des parfums synthétiques, une mèche avec du plomb. C'est tout ça que vous inhalez. Et ça va dans vos poumons, ça va dans les poumons de vos animaux, de vos enfants, de vos proches. Et en plus de ça, l'odeur, elle est pas ouf. Non, mais Exactement. et ça, je m'en suis moi-même. Hein, j'étais consommatrice. Et combien de fois j'ai acheté des bougies, je me dis mince, elles sent rien. Enfin bref, que des problèmes de consommateurs lambda. Et c'est lorsque j'étais enceinte que je me suis vraiment dit, mais je veux pas inhaler ça, j'ai pas envie que mon bébé consomme ça. En fait. Et je pense qu'on se rend vite compte de ce qu'on est capable de consommer ou pas, c'est que si demain vous allez avoir un enfant, vous avez un enfant autour de vous, ce que vous voulez qu'ils soient en contact de quoi en fait. Vous allez voir même dans votre salle de bain, il y a plein de produits que vous n'allez pas mettre à votre enfant parce que vous allez vous dire non mais c'est dangereux. Pourtant vous l'infligez à vous. Et c'est pareil dans le médical, par exemple, vous passez à la pharmacie et vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a énormément de produits, de médicaments, etc. qui sont interdits aux enfants de moins de 2 ans. Pourquoi? Mm. Mm. Et c'est pas pour rien. Hein. C'est ça, et c'est là où il y a une phrase magique, hein. Il faut lire les étiquettes. Oui, exactement. Il faut Ouais. lire les étiquettes. Et ce qui est encore plus intéressant, par exemple, quand je fais des salons, c'est que les personnes peuvent directement parler avec le fabricant. Et aujourd'hui, lorsqu'on achète dans des supermarchés ou quoi, eh ben, on peut pas échanger avec le fabricant, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si demain, je sais pas, il y a une personne qui écoute ce podcast et qui a envie de me poser des questions, c'est possible en direct. Je suis la fabricante, vous pouvez directement parler avec moi. Et avec plein d'autres fabricants de peu importe le produit, lorsque vous privilégiez le circuit court et des plus petites entreprises, et ben du coup vous pouvez directement échanger et avoir vos réponses, je Oui, et l'espère surtout, honnêtement. c'est ça, et aussi, surtout avoir réponse à vos questions, aussi humaniser l'échange, aussi personnaliser peut-être le produit, trouver, on va dire, la combinaison ou le produit qui vous convient le plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi on va dire, ce rôle de conseil, et aussi de pouvoir s'adapter en quelque sorte. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. nous, on l'a vécu quand on vous a demandé lors de notre achat qu'on veut telle brume avec telle bougie, etc. Donc voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va trouver chez Auchan, Carrefour ou peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un package, voilà, tu le prends, tu le laisses en quelque sorte. Et ça, c'est super important. Et ça permet aussi, on va dire, d'avoir cette histoire, en fait, on va dire, ou bien plutôt cette continuité d'histoire qu'il y a entre le fabricant et la personne qui a imaginé créer ce produit et le consommateur. C'est un peu à l'image que quand on va dans une cueillette, etc., et qu'on cueille notre propre légumes et fruits, en fait. Le rapport même à l'alimentation, il devient différent. Cette pomme, on sait d'où elle vient, et du coup, même en termes de consommation, on essaie de la consommer d'une manière très différente. Chose qu'on n'a pas si on achète un jus de pomme comme ça, qui est déjà pressé, qui vient du Brésil, Exact. peu importe. C'est là-dessus, on est. Comme les apprentis jardiniers qui font les quelques petites tomates cerises sur leur balcon ou dans leur petit potager à la maison et qui les chérissent du plus profond de leur cœur, qui les présentent avec toute la fierté possible Il faut quand on avoir la fait main des verte. choses. On met les petites tomates cerises en règle générale, c'est la chose qui pousse le mieux. Mais oui, c'est important. Et puis, c'est privilégié aujourd'hui pour beaucoup de choses dans le quotidien. Là, on le voit par exemple au niveau des fêtes. Les personnes, lorsqu'elles consomment, elles sont contentes d'acheter pour leurs proches des produits
qui sont fabriqués par des artisans et des artisans locaux, etc. Parce que ça donne une valeur au produit. Lorsqu'on sait que ça a été fabriqué par un artisan et près de chez nous, ça permet de dire à la personne à qui on offre ce cadeau, j'ai pris soin de t'offrir quelque chose de qualité et pas juste un cadeau impersonnel et peu cher parce qu'il fallait le faire et que c'est une coutume sociale. Exactement. Voilà. Donc oui, et pour conclure là-dessus, je pense qu'il faut revenir un peu à l'essentiel, aux bases, hein, on va dire le marché, c'était on va dire le noyau vivant en fait dans les villes, dans les villages. Pour la simple et bonne raison, c'était un lieu d'échange, un lieu où on trouvait des produits de qualité, un lieu où on trouvait des solutions à des problèmes, un lieu où on pouvait aussi avoir des idées. Donc en fait, il faut revenir à l'essentiel et surtout en fait ces petits gestes qu'on peut faire au quotidien, on va dire, ça aura un impact, on va dire, sur le futur, ça c'est indéniable, mais aussi c'est quelque chose que notre religion prône et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a recommandé le fait de bien consommer, de ne pas couper les arbres, d'être propre, de si on voit quelque chose qui n'est pas bien sur un chemin, bah, de l'enlever, de consommer de qualité, de ne pas jeter la nourriture. En fait, beaucoup de choses de bon sens, en fait, qui reflètent hein, du mode de consommation et de l'écologie d'une manière générale aussi. Bah, il faut revenir quand même à ces bases-là parce que c'est fondamental. Ça permet de dresser cette base pour par la suite vivre sa vie et ses passions en quelque sorte. Donc voilà, donc là-dessus, en fait, on pourrait rester des heures et des heures. Hein. C'est très agréable d'échanger avec toi hein. Et c'est très très riche. Hein. Donc merci beaucoup pour cet échange. On a abordé beaucoup de sujets. Je pense que pour moi, l'idée du Muslim Meeting, c'est un moment où on peut échanger, on peut mettre en lumière des idées, des sujets, etc. Et aussi, c'est d'interpeller un peu l'intelligence des gens pour qu'ils puissent aller chercher en profondeur, s'inspirer. On ne prend pas la science infuse en quelque sorte, non. C'est des avis qui ont le mérite d'exister et l'objectif, c'est de pouvoir influer, et influencer dans le bien en quelque sorte et surtout insuffler on va dire des valeurs qui nous sont chères parce qu'il émane de notre religion. Donc, Oudiam, merci beaucoup pour ce temps et d'avoir accepté cette invitation, de la qualité de nos échanges. Je pense que les gens qui vont nous écouter, je pense qu'ils seront ravis. Du coup, où ils peuvent te retrouver ou plutôt trouver Gallico Nova? Ah ben, merci à toi déjà pour m'avoir accueilli aujourd'hui dans ce podcast. C'était pareil, extrêmement agréable pour moi. J'ai passé un très bon moment et puis en plus de ça, c'était très très intéressant. Alors, ils peuvent trouver mes produits sur www.galliconova.fr. Alors, Galliconova, ça s'écrit G-A-2-L-I-C-O-N-O-V-A. On peut me trouver aussi sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest et je suis pas du tout active sur Snapchat, donc restez plutôt sur Instagram et Facebook. Voilà. Et puis pour les futurs cadeaux ou pour s'offrir à soi-même et pour même des produits personnalisés, puis disponibles. Voilà. Et pour les personnes qui sont de ta région, vers Belfort, ils peuvent, vu que tu fais des salons. Oui, bah, je fais des salons et je communique sur mon Instagram et mes stories Facebook assez régulièrement. Donc, je fais des salons à peu près tous les week-ends. Sinon, mes produits sont distribués chez les fleuristes Coquelicot, donc à Belfort et à Essert. Donc, c'est juste à côté de chez moi. Je suis vendue aussi à Besançon dans une boutique bio qui s'appelle La Mutinerie. Donc, vous pouvez retrouver un échantillon de mes produits là-bas. Je suis aussi vendue à l'Office du tourisme de ma ville, donc de Belfort. Et puis, voilà. En tout cas, je mettrai ces informations dans la barre de description, Inch'Allah. On va dire, le dernier mot de la fin, ou plutôt un dernier conseil que tu souhaites partager avec nous. La dernière chose, c'est de se lancer. Que à partir du moment où on essaie de faire au mieux et de respecter nos règles religieuses, Inch'Allah, tout se passera bien et ne pas rester pétrifié par la peur d'entreprendre, tout en ayant conscience que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà.
Ça, en moi, le message, il est très clair. Donc, il a dessus, je te rejoins, donc faut entreprendre. Hein, il faut, en fait, entreprendre dans la vie tout court, hein, que ce soit Ouais. pas besoin de monter une entreprise. Hein. Déjà, au quotidien, il faut entreprendre, il faut mettre en place des actions pour s'améliorer, pour améliorer son quotidien, pour éduquer ses enfants, pour vivre, tout simplement. Et aussi pour trouver cette dynamique, ne pas tomber dans une routine. Et après, bon, après, libre à chacun de trouver ses passions et ses désirs. Et là-dessus, il faut juste se dire, et ça, je pense on l'a bien souligné tout au long de l'échange, il y aura toujours des hauts et des bas. Il faut savoir, donc déjà bien communiquer dans le cercle familial, proche, et se souder parce que il faut que nous, on va dire les musulmans, qu'on soit soudés. Donc, ça peut être par des paroles, par un geste, peu importe, mais il faut pas oublier que aujourd'hui, voilà, j'aide quelqu'un, j'apporte mon aide à une personne. Demain, c'est peut-être lui ou peut-être c'est une autre personne qui sera aussi sur ma route qui va me permettre d'avancer. Et là-dessus, c'est très très important de lier tout ça tout simplement à notre foi et notre croyance. C'est pour ça qu'il faut œuvrer aussi au quotidien pour toujours entretenir sa foi, parce que c'est super important, c'est ce qui permet de rêver notre vie. Widiane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de la réussite. Et puis du bonheur et dans mon activité et Inch'Allah la paix. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, que ce soit la paix, la santé, le bonheur et surtout la réussite. La réussite, elle n'est pas que matérielle. Hein. La réussite, elle est parce que souvent on la lie au matériel. La réussite, c'est plutôt s'épanouir dans sa vie. On est bien d'accord là-dessus. On est extrêmement d'accord. Et vous voyez, j'ai mon bébé qui m'attend. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Franchement, c'était très riche et je trouve que c'était en tout cas pour moi, je trouve que c'est très intéressant. Bah ouais, on a touché vraiment plein de sujets. C'était cool. Merci beaucoup. Donc on va pas te retenir davantage. Merci beaucoup pour cet échange et longue vie à toi et longue vie à Gallico Nova. Salam alaikum. Merci beaucoup. Alaykoum salam.